Maintenant que vous me connaissez un peu parce que j'ai parlé de moi et que j'ai fait du storytelling, eh ben achetez mes formations. Dans ces histoires-là, t'as toujours un peu la part belle, quoi. J'espère bien. Ouais. Faut être complètement con. Je dois vous dire que là, j'ai trouvé la masterclass absolue de la mythomanie. C'est incroyable. J'en ai vu des charlatans, des escrocs, des mythomanes sur Internet. Mais là... Il y a Tony Hawk. Pour te dire, Tony Hawk, le champion du monde, il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait... Voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. Dans cette nouvelle ère où tout le monde se bat pour avoir notre précieuse attention, certains sont devenus des véritables maîtres. Netflix dépense des milliards pour produire des séries qu'on ne pourra pas s'empêcher de binge-watcher. TikTok affine ses algorithmes pour nous garder scotchés sur notre écran. Et chaque publicité est conçue pour garder la moindre seconde de notre temps de cerveau disponible. Mais malgré ces géants aux moyens colossaux, ce sont des créateurs indépendants et des entrepreneurs qui raflent tout. Leur secret, c'est qu'ils racontent de belles histoires. C'est le storytelling. Alors comment font-ils? Mais surtout, ce grand pouvoir est-il utilisé pour la bonne cause ou à des fins plus malveillantes? Prenez Micode, Simon Puech, Ego, Jonathan Cohen. Leurs récits captivent littéralement des millions de personnes. Tout le monde les adore et adule leur storytelling. Mais de l'autre côté, vous avez des entrepreneurs comme Oussama Ammar, Yomi Denzel et des dizaines d'autres qui maîtrisent eux aussi cet art, mais qui divisent beaucoup plus. On les accuse parfois de mentir, de manipuler, voire pire. Alors tous ces storytellers sont-ils des génies, des artistes ou des vilains menteurs? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en perçoit certains comme des héros et d'autres comme des imposteurs? Si vous voyez pas de quoi je parle, vous allez très vite comprendre. Est-ce que c'est vraiment le storytelling qui pose le problème ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui se joue ici? Et là, vous vous dites peut-être, c'est simple, les premiers disent la vérité et les deuxièmes sont des menteurs. Mais la réalité est un peu plus compliqué que ça. Une histoire peut être vraie, pourtant exagérée pour captiver, et une autre peut être totalement fictive, mais pourtant résonner dans notre cœur et nous apporter beaucoup de bien. Et si la différence entre un génie et un menteur reposait simplement dans notre regard? Quoi qu'il en soit, dans un monde où tout le monde cherche à toujours crier le plus fort, ces storytellers ont compris quelque chose d'infiniment précieux que tous les autres ignorent. Alors quel est leur secret? Comment pouvons-nous utiliser le storytelling pour captiver notre entourage sans jamais franchir la ligne entre admiration et méfiance? C'est ce qu'on va voir maintenant. En environ un an, le youtubeur Ego passe de 0 à 1 million d'abonnés grâce à un format simple, des histoires extrêmement bien racontées. Alors j'ai regardé toutes ces vidéos et je me suis aperçu d'un truc. Quand il raconte une histoire, il est en empathie totale envers le viewer. Si vous êtes dans le noir, plissez les yeux, je vais cliquer. Cookie Clicker, c'est un gros cookie sur lequel on peut cliquer. Et quand on clique dessus, on fait grimper notre compteur de cookies. Ça peut paraître complètement idiot à ceux qui n'ont jamais tenté d'y jouer. Ça peut paraître aussi être une idée de jeu sans grand potentiel, mais les idle games, depuis la création de leur plus grand représentant il y a quelques années, ils font aujourd'hui encore partie des jeux sur navigateur les plus joués au monde. Est-ce que je commence à vous perdre? Bon, c'est normal. Et plutôt que de vous perdre plus encore, je vais tout vous expliquer. C'est comme s'il entendait la petite voix dans votre tête et qu'il y répondait sans cesse. À chaque fois que vous racontez une histoire et que votre auditoire commence à penser à autre chose en même temps que vous parlez, vous perdez peu à peu leur attention. Le tour de passe-passe que fait Ego avec brio, c'est de sans cesse rattraper cette attention en disant « Là, je sais que vous êtes en train de penser à ça, mais vous allez voir, tout va bien se passer, je vous explique. » Et là, il va recapter instantanément l'attention. Et c'est quelque chose qui est aussi très utilisé, par exemple, dans les publicités en marketing, dans les vidéos de vente, où le narrateur va sans cesse chercher à lever les objections et à adresser les pensées des spectateurs. Mais l'empathie, ça va pas tout faire. Il y a un second levier que les storytellers vont systématiquement utiliser. Au fil des années, les experts en rédaction d'histoires se sont aperçus qu'il y avait des schémas qui sortaient du lot, qui marchaient systématiquement. On peut en citer quelques-uns, comme par exemple le Man in a Hole, l'homme au fond du trou. C'est l'histoire d'un personnage dans son monde ordinaire dans lequel une énorme catastrophe va arriver, il va se retrouver au fond du trou et il en ressortira grandi de plein d'apprentissages. C'est typiquement l'histoire du film Taken, où la fille de Liam Neeson va se faire enlever par un réseau de prostitution et où son père va devoir remuer ciel et terre pour aller la libérer. Là, c'est une histoire qui va provoquer énormément d'empathie envers le héros,
Parce que justement, nous, on va se connecter aux gens qui sont en difficulté, à la sensation de vulnérabilité. Mais c'est loin d'être le seul schéma qui existe. Il y a par exemple le voyage du héros, où un personnage dans son monde ordinaire va être appelé à l'aventure, il va rencontrer un guide qui va lui montrer le chemin, et à son retour au village, il aura été transformé par sa quête. C'est par exemple l'histoire du film Le Hobbit, où Bilbon est enfermé dans une zone de confort total et ne prend pas de risque dans sa vie, et va justement être appelé à l'aventure par Gandalf pour aller récupérer un objet précieux dans la tanière du dragon, et à son retour au village, avoir été transformé par son aventure et avoir accès pleinement à la vie. Alors là, vous dites peut-être tout ça c'est bien beau pour écrire des films, des fictions, etc. Mais pourquoi tu nous racontes ça? Parce que vous allez voir que ces schémas traditionnels peuvent être réutilisés ou même détournés par des entrepreneurs ou créateurs pour faire passer leur message, vendre leurs produits ou même créer un culte autour de leur personnalité. Et pour attaquer en douceur, commençons par regarder comment les grandes marques utilisent ces schémas de storytelling. Est-ce que vous voyez cette sensation d'entrer dans la boutique d'une marque que vous aimez et d'éprouver une sensation irrésistible de tout acheter? Ça peut être Apple, ça peut être Lego, peu importe. Si ça se passe, c'est parce que ces marques ont compris qu'on avait besoin de bien plus qu'un produit pour nous captiver, mais d'une histoire, d'un univers. Voilà comment elles s'y prennent. L'histoire que raconte Apple, c'est qu'on peut penser différemment. Elle se bat contre le statu quo, contre la conformité des systèmes oppressifs, symbolisés par des entreprises comme Microsoft ou IBM à l'époque. Donc, acheter Apple, c'est rejoindre la tribu de ceux qui pensent différemment, de ceux qui brisent le statu quo, de ceux qui inventent le futur. L'histoire que raconte Nike, c'est Just Do It, une ode au dépassement de soi. Et dans cette histoire, on se bat contre la résignation, contre les excuses et contre tous les obstacles mentaux qui nous empêchent de nous dépasser. Quand on achète Nike, on n'est pas en train d'acheter une paire de chaussures, on est en train de participer à une quête de dépassement de soi. Et l'histoire que raconte Tesla, c'est une vision du monde futuriste où le progrès sauve la Terre. Dans cette histoire, on se bat face à la dépendance aux énergies fossiles, face à l'immobilisme des constructeurs automobiles traditionnels, face à la volonté de décroissance des gens qui ne croient plus au progrès. Donc acheter Tesla, c'est croire que la technologie sauvera le futur. Et toutes ces histoires, elles vont être construites à travers toutes les pubs, toutes les associations d'images, toutes les communications de ces grandes entreprises. Et on peut être tenté de se dire que c'est juste des manipulations perfides de grandes marques qui veulent prendre l'argent de leurs consommateurs. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'en achetant le produit, on adhère à l'histoire et on rejoint la tribu. Donc si on essaie de faire un pas de côté, on pourrait se dire que quelqu'un qui achète une paire de chaussures Nike, certes, il l'a payé beaucoup plus cher qu'une paire de chaussures d'une autre marque, mais si l'histoire qui se raconte réellement, c'est que maintenant il va se dépasser et que le fait d'avoir fait cette action va lui permettre de tenir sa bonne résolution d'aller courir, etc. Finalement, est-ce que croire à cette histoire, quand bien même elle serait totalement fausse, n'aurait pas été bénéfique pour lui? Ou est-ce qu'au contraire, il s'est simplement fait pigeonner par des storytellers marketeurs? Et donc peut-être que c'est un peu plus compliqué, que la réalité n'est ni blanche ni noire, mais une nuance de gris. Ce qui est sûr en revanche, c'est que certains entrepreneurs n'hésitent pas une seconde à franchir la ligne de l'éthique pour manipuler les foules. Aujourd'hui, c'est devenu assez classique pour des entrepreneurs de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques années, c'était pas encore du tout le cas et on a vu émerger plein d'entrepreneurs qui prenaient la parole sur les différentes plateformes. Parfois, c'est très clean. Ça va être par exemple des entrepreneurs qui ont déjà monté plein de boîtes et qui racontent leur expérience, comme par exemple Chris Do, dont on avait parlé sur cette chaîne. Mais alors, il y a des cas où on est clairement dans la zone rouge et donc là, ça va complètement être des influenceurs qui dupent leur audience, avec par exemple des influenceurs qui apprennent aux gens à faire du trading et qui montrent leur lifestyle millionnaire avec un mode de vie complètement exubérant et en disant à tout le monde que c'est hyper facile de devenir très riche en faisant du trading, en copiant leur trade, alors qu'en réalité, ils vont aller se rémunérer avec des liens d'affiliation où à chaque fois qu'un membre de l'audience dépense de l'argent et perd de l'argent sur la plateforme de trading, l'influenceur empoche de l'argent. Et donc on se retrouve avec un désalignement d'intérêt total entre le créateur et l'audience. Le créateur qui fait croire à l'audience qu'il est devenu riche avec le trading et d'un autre côté, l'audience qui va du coup vouloir faire pareil, dépenser son argent et enrichir le créateur tout simplement parce qu'il touche des commissions sur chaque euro dépensé par son audience. Et tout ça grâce à un schéma de storytelling classique, rags to riches, de fauché à millionnaire. Je suis parti d'en bas, je suis aujourd'hui tout en haut et je vais vous raconter le secret qui m'a permis d'aller de A à B. Mais donc, si le storytelling peut faire autant de mal, parce que littéralement là, c'est des gens qui vont se ruiner pour enrichir d'autres gens plutôt malsains, est-ce que ce serait pas juste le mal incarné? Le
storytelling est fascinant parce qu'il repose sur un paradoxe. Une histoire n'est jamais totalement vraie, mais elle n'est jamais totalement inventée. Quel est le degré de vrai? Qu'est-ce qui a été minimisé? Qu'est-ce qui a été augmenté? C'est pas le sujet, ça n'a aucun intérêt. Bah, ça les regarde pas, quoi, en fait. Alors, non seulement ça les regarde pas, mais encore, une fois, c'est de confondre deux choses. C'est de confondre le fond de vérité qui est vrai. Mes histoires sont vraies. Parce que de toute façon, c'est trop dur d'inventer quelque chose que t'as pas vécu, que t'as pas senti, que t'as pas... Si t'as pas la corde émotionnelle d'avoir été à jouer au poker, machin, un truc, si t'as pas le minimum de vérité de l'histoire, tu peux pas raconter un truc. C'est hyper dur d'inventer une histoire non inspirée de faits réels. Tous les écrivains, tous les auteurs, il y a un moment, ils ont besoin de la matière de la vie. Il y a une part d'eux-mêmes là-dedans. Ils parlent il y a toujours. Mais malgré tout, même si ça semble complexe d'inventer une histoire de toutes pièces, la réalité peut être distordue pour le meilleur comme pour le pire. Mais là où on pourrait te considérer comme suspect, c'est que dans ces histoires-là, t'as toujours un peu la part belle, quoi. J'espère bien. Je vais pas raconter je vais quand même pas raconter celle où ça se passe mal. Faut être complètement con. Mais ça, c'est un truc, quand je vivais dans la Silicon Valley, il y a un mec qui m'avait dit un jour, you're French, right? Je dis oui. Il me dit, okay, look, I'm going to give you a very, very simple advice. I don't know why in France you think that telling us about your failure make you sexy. It's not. It's not true. It's not. No. So, of course you cannot always win, but just speak about that, please. Mais alors, jusqu'où peut-on se permettre d'aller pour toucher le cœur de notre audience? Dans la série Only Murder in the Building, la star du podcast Cinda Canning va jusqu'à falsifier la mort de quelqu'un pour raconter une histoire captivante. Donc le risque, c'est qu'on finisse par ne plus croire personne et ne plus croire en rien. Alors évidemment, si c'est sur des sujets d'information, de fake news, etc., ça va être un drame, mais est-ce que déformer la réalité est pour autant systématiquement négatif? Une vidéo avait fait beaucoup de bruit. Oussama Hamar raconte une anecdote dans laquelle il se retrouve à jouer au poker chez les Yakuza. Tout le monde le traite de menteur, et voilà sa réponse. Quand je raconte l'histoire des Yakuza au Japon, c'est pas pour me faire voir, c'est pas pour machin, c'est pour dire aux gens, quand vous voyagez, si vous êtes ouvert à l'improbable, il peut vous arriver plus que ce que vous pouvez imaginer. Et pour mettre en perspective notre idée reçue comme quoi le storytelling, c'est le mal incarné, laissez-moi vous raconter l'Odyssée de Pi. Lors d'un voyage, le navire transportant Pi, sa famille et leurs animaux fait naufrage. Et Pi survit seul sur un canot avec quelques animaux en pleine mer. Jour après jour, les animaux s'entretuent pour se nourrir. Et finalement, Pi se retrouve seul sur le bateau avec le tigre. Il parvient à l'apprivoiser tout en luttant contre la soif, la faim et la peur. Et après 227 jours, Pi et le tigre s'échouent sur une plage au Mexique. Le tigre s'en va dans la jungle, laissant Pi tout seul sur la plage, qui va se faire sauver par des pêcheurs et qui va finalement raconter son histoire à des journalistes. Mais face à leur scepticisme, Pi va raconter une seconde version de l'histoire aux journalistes. Cette seconde version est beaucoup plus brutale, les animaux sont remplacés par des humains, les membres de l'équipage, qui vont devoir s'entretuer, se manger entre eux pour survivre, et Pi va devoir faire des choses atroces pour survivre. Alors le journaliste, bouleversé, se demande laquelle des deux versions est la vérité. Pi répond que la version avec le tigre est la plus belle, laissant ainsi le choix au spectateur de croire à une vie poétique, bercée d'illusions, ou de croire à la brutalité de la réalité. C'est un petit peu l'idée reprise dans l'allégorie de la caverne de Platon, et si la question n'était pas « est-ce que cette histoire est vraie ?», mais plutôt « qu'est-ce que croire à cette histoire apporte à ma vie ? Plus de bien ou plus de mal ? A-t-on envie d'être l'imbécile heureux ou a-t-on envie d'être l'adulte aigri ? Et pour répondre à cette question, le plus important, c'est sans doute d'examiner l'alignement d'intérêts entre la personne qui raconte l'histoire et la personne qui reçoit l'histoire, à savoir nous. Est-ce que les intérêts sont alignés ou divergents, comme dans le cas des influenceurs traders ? Donc dans certains cas, la réponse va être évidente, c'est de la manipulation et il ne faut pas y croire, mais cette réponse, elle est loin d'être universelle. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 2018, j'étais en études d'ingénieur, j'étais malheureux dans mon travail et j'ai découvert des youtubeurs qui m'expliquaient qu'il était possible de vivre de sa passion. Des gens comme Peter McKinnon, Sam Kolder ou Daniel Schiffer, dont on avait parlé sur cette chaîne, qui vivaient de leur passion pour la création vidéo, qui nous expliquaient comment faire pareil. Alors j'ai décidé d'y croire. Est-ce que c'était plus dur que ce qu'ils disaient ? Oui, sans l'ombre d'un doute. Est-ce que la vérité était moins rose ? Oui, également. Mais est-ce que leur récit m'a donné la force de le faire ? Oui, c'est vrai aussi. Et est-ce que ça a transformé ma vie ? 1000 fois oui. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et si j'avais pas cru à leur histoire, je serais encore aujourd'hui ingénieur malheureux dans une tour à la Défense. Donc la réalité, c'est que parfois, on a juste besoin de rêver. Si on part du principe que notre bonheur, c'est la différence entre nos attentes
et notre réalité, plus nos attentes seront élevées, plus il sera difficile de nous satisfaire de notre réalité. Mais plus on sera aussi motivé pour passer à l'action et rétablir cet équilibre. Là où ça bloque, c'est si nos attentes sont complètement irréalistes, car basées sur un mensonge qui n'arrivera jamais. Le fameux « deviens millionnaire en 90 jours grâce à ma méthode », alors qu'il y a 0,0001% des gens qui vont y arriver. Donc si l'attente n'est jamais remise en perspective, c'est là qu'elle va causer beaucoup de souffrance. Donc oui, on a besoin de rêver, mais sachons garder les pieds sur terre quand on nous promettra la lune. Quand on entend storytelling, beaucoup pensent aux influenceurs superficiels. Ceux qui utilisent cet art pour manipuler les masses et flex dans leur Lamborghini à Dubaï. Et leur conclusion, c'est de la merde. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas le storytelling qui est le problème, ce sont les intentions de ceux qui s'en servent. Regardez autour de vous, il y a des experts brillants, des visionnaires qui pourraient transformer le monde, mais leurs histoires passent inaperçues. Et à côté, ces influenceurs sans substance maîtrisent l'art de captiver les foules, mais uniquement pour vendre du vent. Alors on fait quoi face à ça? On balance le storytelling c'est nul, c'est juste des mensonges? Sérieusement, on peut faire mieux que ça. Parce que sans le storytelling, est-ce que vous auriez eu le courage de tout quitter sur un coup de tête pour poursuivre la vie de vos rêves après avoir vu ce film qui vous a inspiré? Et sans le storytelling, est-ce que cet homme, il aurait osé faire le grand saut et déclarer sa flamme après s'être laissé inspirer par une histoire d'amour? Sans le storytelling, est-ce que vous auriez aimé, enfant, qu'on vous dise que le Père Noël n'existe pas et qu'il faut mettre de côté parce que l'inflation et le futur va être compliqué? Alors je sais pas vous, mais moi pas. On a besoin de rêver. Parce que c'est ça qui nous met en action. Et si on a un message qui nous tient à cœur, il mérite d'être entendu. Donc le problème, c'est pas le storytelling. Le problème, ce sont ceux qui l'utilisent pour faire de la merde. Le storytelling, c'est le pouvoir. Alors la vraie question, c'est est-ce que vous préférez continuer de l'ignorer et le laisser entre les mains de ces influenceurs qui vont l'utiliser pour s'en mettre plein les poches sans vergogne, ou est-ce que vous allez apprendre à l'utiliser pour raconter des histoires qui inspirent, impactent et changent des vies? Le choix vous appartient et justement, le roi du storytelling éthique, c'est lui.